Salut toi, moi c'est Mel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait trop du bien de pouvoir revenir par ici, refaire une vidéo tranquille, sans être enrhumé, sans avoir de la fièvre, sans avoir mal au ventre. Ça fait un bien fou. Je te souhaite une très bonne année 2023, de très bonnes lectures et plein de belles choses pour toi. Dans cette nouvelle vidéo, on va quand même un peu rester en 2022 puisque je vais te parler de 3 livres qui sont sortis en 2022 et qui ont reçu 3 grands prix littéraires en France. Donc je vais te parler de Performance de Simon Liberati, de Vivre vite de Brigitte Giraud qui a reçu le prix Goncourt et Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli qui a reçu le prix de l'Académie française. Et Performance, le prix Renaudot, c'était écrit en gros dessus. Une très bonne lecture, une plutôt bonne lecture et un abandon, clairement. Juste à la fin de l'année 2022, là, je me suis dit non, en fait, ce livre, pas du tout un coup de cœur, quoi. Loin de là, clairement pas. Je vais t'en parler à la fin, parce que comme on dit, le meilleur pour la fin. Et j'ai plein de choses à dire par rapport à ce livre que je n'ai pas aimé. Je vais commencer par venir te parler de Vivre vite de Brigitte Giraud, le prix Goncourt de 2022, publié aux éditions Flammarion. Brigitte Giraud, j'avais déjà lu son précédent livre qui s'appelait Jour de courage, qui parlait d'un jeune garçon, Livio, adolescent, qui fait son coming out en l'espace d'un exposé sur Magnus Hirschfeld. Je trouvais que c'était un très bon roman, même si j'avais pas non plus été complètement séduit par l'écriture de Brigitte Giraud et par... je trouvais qu'en fait c'était très... ça faisait très... je fais mes petites recherches et je vous les partage comme ça et j'essaye de mettre ça dans une fiction. Enfin voilà, c'était un peu superficiel par moments j'ai trouvé, pour moi, selon moi. Là dans Vivre vite, on est dans autre chose encore, puisque on est dans un roman autobiographique, voire même en fait un récit personnel autour de la mort de son mari, qui est mort 20 ans auparavant d'un accident de moto. Et en fait, Brigitte Giraud, depuis une vingtaine d'années, en fait, se remémore cette scène et essaye de résoudre un peu une sorte d'énigme qui commence très souvent par « et si il s'était passé ça ?» et donc elle refait le film. Et c'est un livre qui est écrit avec ce questionnement perpétuel « et si, et si, et si ?» Et des fois, ce sont des questionnements qui paraissent un peu anecdotiques. On va avoir par exemple si mon grand-père ne s'était pas suicidé, on va avoir si nous n'avions pas demandé les clés à l'avance, si Claude n'avait pas pris la moto de mon frère, si Stephen King était mort le samedi 19 juin 99. On peut refaire tout un monde avec des ici, c'est un tout petit peu cette expression-là. Et en fait, elle prend cette expression-là au pied de la lettre, puisqu'elle va essayer de refaire ce monde-là, un monde où il serait encore vivant. C'est un peu l'effet papillon aussi, parce qu'il va avoir, selon elle, tellement d'accumulation de petites choses qui au final vont créer cette perte, cette mort, et des petites choses qui peuvent paraître des détails, et en fait c'est cet ensemble de détails qui va amener la perte de ce mari, du père de son enfant. Donc ça commence par l'achat d'une maison, un achat qui peut paraître un peu déraisonné, c'est ce qu'elle dit au tout début, c'est quelque chose qui est totalement obsessionnel, cette maison qui abrite aussi une histoire très chargée. Brigitte Giraud, à ce moment-là de sa vie, elle est vraiment à une période où elle est un peu dans un entre-deux, où elle voudrait un tout petit peu changer de vie aussi. Et donc, cette nouvelle maison va vraiment être une obsession pour elle. Comme une sortie de route, cette maison. Elle apparaît vraiment comme le symbole d'une sorte d'échappatoire. Donc, j'aime beaucoup parce que le tout début, elle nous met en contexte un tout petit peu qui elle était à ce moment-là, parce que c'était quand même il y a 20 ans. Et en même temps, je trouve que ça paraît très clair. C'est forcément un livre qui parle de souvenirs, forcément un livre en ce sens-là qui est un peu mélancolique et qui est très émouvant parce que on sait d'emblée de quoi ce livre va parler. Mais ça paraît tellement clair, les choses, ça nous évoque à tous et à toutes, je pense,
forcément quelque chose en fait. Et c'est ça la force de ce livre-là, c'est que de quelque chose de personnel, elle arrive à créer quelque chose de général et qui puisse toucher beaucoup de personnes. Et je pense que ça, c'est la force de ce livre-là. Après, d'un point de vue style, d'un point de vue écriture, moi je suis un peu plus mitigé. Brigitte Giraud, elle a une écriture qui personnellement ne me touche pas forcément. Même si je trouve que là, c'est une écriture beaucoup plus sensible que son livre Jour de courage. Ça reste une écriture simple, qui dit plein de choses aussi, hein, malgré tout. C'est pas parce que c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche de dire qu'une écriture est simple. Voilà, il y a plein d'auteurs qui ont une écriture très simple, mais qui en même temps, par cette simplicité, arrivent à dire énormément de choses. Et pour moi, je trouve que c'est totalement incroyable d'arriver à faire ça. C'est pas du tout facile. Mais là, je trouve que c'est une simplicité d'écriture qui parfois va au contrario de l'émotion qu'il pourrait y avoir encore plus. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais en gros, voilà, son écriture ne me touche pas forcément, personnellement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que c'est un livre aussi qui est très musical, parce que le mari de Brigitte Giraud travaillait dans une médiathèque, enfin là où il y avait aussi la possibilité d'emprunter des CD, de la musique. Et elle évoque beaucoup de souvenirs musicaux qui passent par la musique. Ça j'ai beaucoup aimé parce que ça appelle aussi une certaine sensibilité et ça on peut pas dire que ce soit pas un livre sensible, on peut pas dire que ça soit pas un livre personnel, ça l'est. Et je trouve ça très beau. C'est une déclaration d'amour à cet homme et c'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant en ce sens-là. Après, moi, je suis personne pour dire est-ce qu'il a mérité de remporter ce prix Goncourt. Je ne suis personne pour le dire. S'il a le prix Goncourt, il a le prix Goncourt et c'est tout. Mais c'est vrai que c'est un livre qui est différent déjà des autres prix Goncourt qu'on a pu lire en ce sens-là parce que c'est un livre intime, un livre personnel, que c'est de l'autobiographie et que, comme je te disais, c'est un livre avec une écriture très simple et une écriture aussi limpide et très fluide. C'est un livre qui se lit très vite en 4 heures, je pense. J'ai dû le lire en une après-midi. J'ai lu ce livre-là. Voilà. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé. C'est pas non plus été un gros coup de cœur. J'ai bien aimé. J'étais assez content qu'il ait reçu quand même ce prix parce que récompenser un livre pareil, un livre autobiographique, un livre aussi personnel, je trouve que c'est quand même aussi important. Ça marque que la littérature française, la littérature dans son ensemble, de manière globale, est très riche et très variée. Et donc, voilà, c'est un prix Goncourt qui est accessible à tout le monde, qui peut parler à tout le monde. Et c'est pour ça, en fait, que j'aime bien. Ensuite, je voudrais te parler de mon coup de cœur, de cette petite sélection. Alors, un coup de cœur, plutôt une très bonne lecture. C'est Le Match du Kremlin. J'ai adoré ce livre. Pourtant, j'avais très peur de lire ce livre-là. J'y allais un peu à reculons, justement vis-à-vis du style d'écriture, qui a un style d'écriture qui est assez classique. On est vraiment dans quelque chose de classique, que ce soit dans l'écriture ou même dans la narration. C'est vraiment assez classique. Mais en même temps, le sujet est tellement d'actualité, le sujet parle tellement avec ce qui se passe autour de nous, que j'ai été plongé immédiatement dans cette histoire, dans ce que nous raconte Vadim Baranov. Vadim Baranov, c'est dans cette histoire, dans Le Match du Kremlin, c'est un conseiller, ça a été un conseiller proche de Vladimir Poutine, et il nous parle justement de sa vie autour de Vladimir Poutine dans ce livre. Enfin, en tout cas, Diane Pauli se met à sa place, se met dans sa peau. Et on suit donc un narrateur qui est journaliste, qui en fait va recevoir cette histoire de Baranov. Et donc tout le livre, c'est Baranov qui parle et qui nous raconte son histoire. Donc le livre est construit vraiment autour
de ce grand dialogue, de ce grand monologue de cet homme qui nous parle de lui. Et en même temps de nous parler de lui, il nous parle un tout petit peu de la Russie et peut-être aussi du fonctionnement de la politique de Poutine en Russie, de son arrivée au pouvoir et du fondement de la vie politique autour de Vladimir Poutine. Et c'est ça en fait qui m'a fasciné, qui m'a aussi beaucoup intéressé. J'ai pas mal appris dans ce livre. Il va y avoir beaucoup d'anecdotes en fait très réelles, mais je trouve que Darren Bolli arrive très bien à doser la part de fiction et la part de réel dans ce livre. Il va fictionnaliser le réel, il va y avoir des épisodes qu'on a tous vus, qu'on connaît tous. Par exemple, je pense à l'épisode de la rencontre entre Vladimir Poutine et Angela Merkel, où il y a ce gros chien. Merkel avait peur des chiens, et Vladimir Poutine va se servir de cette peur pour essayer d'avoir le dessus sur cette rencontre. Et donc c'est une plongée dans cette vie politique autour d'un tyran et autour d'une obsession, cette obsession d'essayer de se venger du passé de la Russie et de la chute de l'URSS et de toute cette histoire en fait. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut entendre aussi en ce moment autour de Vladimir Poutine, autour de son objectif dans la guerre de l'Ukraine, voilà, de son caractère, de tout ça. Donc c'est un peu un condensé de tout ce qu'on peut entendre, mais avec quand même une mise en fiction. Et j'ai trouvé ça vraiment plutôt bien fait, plutôt réussi. Voilà, comme je te disais, le style reste quand même un style classique, qui n'est pas forcément un style qui me touche. Là, en fait, j'ai lu vraiment ce livre, et je pense que ça m'arrive pas énormément, mais j'ai lu ce livre surtout pour apprendre des choses. J'ai lu ce livre comme on lirait un livre historique, donc en fait le style m'importait peu. C'était un style qui pouvait paraître un peu froid, qui quand même avait un certain humour, quelque chose d'un peu de cynique et de pince sans rire, mais en même temps voilà, c'est un style classique avec de belles phrases, très bien agencées, très bien morcelées, il y a rien qui dépasse, c'est impeccable en fait le style. C'est pas un style moi qui va me toucher particulièrement parce que c'est trop impeccable pour moi, mais l'histoire était tellement intéressante. C'est un livre aussi qui nous plonge dans la psychologie du personnage de Baranov, qui est un peu vraiment un personnage très exubérant, extravagant, mais aussi très mystérieux, voilà, on suit son point de vue sur la vie politique en Russie, qui est une vie politique vraiment assez spéciale. Voilà, c'est assez déstabilisant. Et maintenant, je pense que c'est même ma dernière lecture en tant que roman de l'année 2022. Une de mes dernières lectures, ça c'est certain. Vous vous rendez compte, j'ai fini l'année 2022 avec un coup de gueule. Performance de Simon Liberati, qui a donc reçu le prix Renaudot, est un livre que j'ai détesté. Et c'est très rare que je le dise, mais je n'ai clairement pas du tout aimé ce que j'ai lu. Et j'ai abandonné aux 3/4 du livre, il me semble. Alors, ce qui n'est pas jeté dans ce livre, c'est l'histoire des Rolling Stones. En fait, dans ce livre, Simon Liberati nous parle de lui, nous parle de son histoire d'amour avec une jeune femme d'une vingtaine d'années. Lui, il a 70 ans et quelques. Et c'est un écrivain un peu maudit, qui n'a plus d'inspiration, donc qui vit un peu dans une espèce de grande dépression. Voilà, un poète maudit de 60 ans, qui donc est amoureux de sa belle-fille. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est sa belle-fille de 20 ans, d'une vingtaine d'années. Bref, ça, je le savais déjà dans le résumé. Mais je me suis dit, bon, moi personnellement, je peux lire des livres borderline comme ça, qui sont assez problématiques. Et voilà, je peux quand même... moi, c'est pas quelque chose qui, au premier abord, va me déranger. Ça va dépendre de quoi.
Mais bref, je me suis dit, allez, j'avais envie de lire le prix Renaudot de l'année 2022. Et... mais en fait, cet écrivain va commencer à être invité à écrire un scénario pour un projet de série autour des années 70 et autour des Rolling Stones. Années 60-70. Et en fait, c'est un spécialiste un tout petit peu de la musique rock et de ces années-là et des Rolling Stones. Donc il se met à ce scénario en bronchant un peu parce que il aimerait surtout écrire des livres et non pas écrire des scénarios pour la télé parce qu'il juge ça très en dessous de son talent. Et donc, bref, il se met à ce scénario. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour des Rolling Stones dans ce livre, ces petites anecdotes, etc. J'ai bien aimé en fait ça. Et c'est le seul truc que j'ai plutôt bien aimé dans ce livre, parce que tout le reste, j'ai détesté. Et ça m'a même dégoûté à partir d'un moment, ça m'a rebuté à partir d'un moment, que ça soit la manière de traiter les femmes dans ce livre, juste en fait non, clairement non, parce que justement il va y avoir tout un discours autour de la jeunesse de sa belle-fille et donc autour de la jeunesse des filles de manière générale, des femmes, et il va y avoir tout un topo autour de ça. Que cet homme aime les femmes d'une vingtaine d'années, écoute, c'est son problème, j'ai envie de dire, mais alors qu'il en fasse tout un truc autour de la beauté et surtout qui compare la beauté d'une femme d'une vingtaine d'années avec la beauté d'une enfant et qui la ramène toujours à ce stade de l'enfance, moi ça commence un peu à me taper sur le système un peu, et je trouve ça dégradant, et je trouve que c'est très mal écrit. Voilà, tout simplement. Alors sa belle-fille s'appelle Esther. Donc il écrit: par chance, la note m'en a été rendue par le bonheur d'Esther à vivre à mes côtés, l'amour des très jeunes filles est d'une eau plus transparente que les sentiments même ardents d'une femme plus âgée. La proximité de l'enfance donne à leur éclat de rire et à leur jeu une tonalité douce et tendre. Déjà, par exemple, hein, c'est pas le pire, mais déjà, moi je lis ça, je fais, non, enfin, faut arrêter d'écrire ça, enfin, qu'il écrive, ok, d'accord, super, mais enfin, c'est dérangeant, je trouve ça dérangeant. Et en fait, je trouve ce livre franchement mal écrit. Ah, voilà, il va y avoir des trucs très gratuits aussi. Il réveille l'homme en slip qui dort sur la banquette arrière de la Bentley comme un valet de comédie, une belle bête anglaise, corps de boxeur à l'ancienne, touffe de poils sous les aisselles, odeur de rouquin. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Odeur de rouquin. Et ça, ça sort, mais de on ne sait où, en essayant de faire une sorte de trait d'humour, mais qui est vraiment graveleux. Esther était redescendue, elle me regardait d'un œil noir, elle n'avait pas l'air inquiète, contrairement à ce qu'elle m'affirma, mais courroucée. Tout signe de faiblesse ou de déséquilibre de ma part, surtout à la veille d'un départ en voyage, la mettait en colère. Intuitive comme toutes les hystériques, parce que évidemment, c'est une hystérique, même si cette hystérie chez elle était rentrée retenue, contrariée par un flegme d'autant plus glacial qu'elle était énervée, elle avait pressenti que je pensais à sa mère. Mais rien ne va dans cette phrase. Ah là là, je vais expliquer avec un calme, parce que lui il est calme, elle est hystérique. Aussi grand que le sien, ironie. Un calme presque menaçant que je devais me mettre en condition pour évoquer le désordre intérieur et la violence de Brian Jones. Évidemment, il se met au service de son écriture, c'est un poète maudit. Dans ces moments-là, sa folie m'apparaissait. Comment cette oie osait-elle me faire les gros yeux, me reprocher à moi de cette petite voix agacée où une pointe de vulgarité laissait voir un peu d'accent vaudois, comme ces anciennes prostituées?
rangé dans un intérieur bourgeois qui laisse soudain couler un mot ordurier, trahissant ce qu'elle cache à cacher, me reprocher de faire du bruit alors que je l'entendais piétiner au-dessus de ma tête pour se livrer à ses imbéciles petites manies, etc., etc., etc. Donc, en une seule phrase, Esther, qui est censée être l'amour de sa vie, est donc comparée à une hystérique, enfin c'est pas la même phrase, mais la même page, la même hystérique, ensuite à une oie, super, génial, et ensuite à une prostituée. Comme ça c'est fait, c'est dit. Ah mais je l'aime d'amour. C'était une enfant, mon enfant. Je ne pouvais pas supporter de la faire souffrir. Ouais mais tu l'insultes quand même. Enfin, rien ne va. Et c'est vraiment à partir de cette page-là que là, j'ai décidé d'arrêter. La figure de l'écrivain maudit qui essaye de se faire passer pour un grand romantique, à l'air de Chateaubriand, un être que personne ne comprend, très noir, très sombre, qui est dans l'alcoolisme, qui est drogué, parce qu'en fait aussi il achète de la drogue également pour sa belle-fille. Enfin bref, tout ça c'est dépassé, tout ça c'est... Il faut arrêter quoi, il faut arrêter, c'est tellement de la posture, mais juste de la posture pour de la posture et rien d'autre. C'est tellement superficiel je trouve, histoire de se dire ah oui mais moi je suis un mec borderline et voilà ma vie qui est horrible, je suis un écorché vif et peut-être ok en fait j'ai trouvé ce livre trop égocentrique, c'est de l'autofiction donc forcément c'est égocentrique mais moi j'adore l'autofiction mais là je pouvais pas, je pouvais juste simplement pas, en fait j'arrivais pas, je trouvais que c'était très mal écrit vraiment, je dis vraiment mais j'ai pas du tout adhéré à l'écriture. Euh, pour moi, c'était une écriture qui était superficielle, un écrivain qui se voyait écrire, et moi je trouve ça insupportable. Donc c'est vraiment tout ce sentiment-là que j'ai eu quand j'ai commencé à lire ce livre, et ça l'a pas fait du tout, du tout, du tout. Pour moi, c'est un très mauvais livre. Donc clairement, je n'ai pas du tout aimé pour ces raisons-là. Et voilà. Donc j'ai pas l'habitude de parler comme ça d'un livre. Vraiment pas. D'habitude, j'essaye d'être un peu plus constructif que ce que je viens de l'être à l'instant. Je suis d'accord. Mais quand même, voilà, de ce que je t'ai lu, non, c'était juste insupportable à un moment donné. Et voilà, il y a des livres qu'on n'aime pas du tout. Et ça a été le cas de ce livre-là. Et je pense que je ne lirai plus jamais Liberati. Parce que juste, ça m'a dégoûté et rebuté. Voilà donc pour ces livres que j'ai lus en 2022. Mais il fallait que je t'en parle pour cette année 2023. Quand même, je voulais pas non plus les laisser comme ça sans que je t'en ai parlé. Même si ce sont des livres qu'on a beaucoup vus passer. Et que ce sont des prix littéraires. Voilà, est-ce que toi tu as lu ces livres-là ou d'autres prix littéraires? Parce que c'est vrai qu'il y a eu qu'il y a beaucoup de prix littéraires chaque année. Il y en a déjà là pour 2023, j'en ai déjà vu. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as lu dernièrement et à venir réagir en commentaire sous cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et sur ce, moi je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Merci de me suivre et on va passer une bonne année 2023 ensemble. À la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut, ciao ciao.